Bonjour, bienvenue sur Vigie Echo. Donc juste une petite explication parce qu'en fait on a vu que l'algorithme YouTube ne favorisait pas de rester sur la même chaîne, c'est pour ça qu'on a séparé les chaînes. Maxime est toujours présent, d'ailleurs nous sommes sur sa chaîne et nous allons continuer à vous présenter l'économie sur la chaîne de Maxime. Maxime d'abord, peut-être présentez-vous. Oui, alors en principe, ceux qui suivaient la maïotique me connaissent et me reconnaissent. J'interviens aussi sur Le Revenu, qui est une émission YouTube. Maxime Maury, je suis ancien directeur régional de la Banque de France pour l'Occitanie, mais je suis surtout un professeur. Je suis surtout professeur associé à l'université, à la Toulouse Business School, après avoir été professeur associé à l'université d'Auvergne. Je suis officier des Palmes académiques et j'ai créé une petite société de séminaires qui s'appelle Vigie Echo. Et cette société organise des séminaires pour protéger votre épargne dans une ambiance financière qui va être de plus en plus tendue avec des risques de crise financière en raison de la dette française. Voilà l'essentiel. Maxime, je sais que vous êtes un peu modeste quand même, hein, donc il faut vraiment ne pas hésiter pour nos auditeurs. Oui, vous voulez dire que je suis docteur en sciences économiques. Et votre expertise est importante, Oui, justement. oui. Alors, j'ai passé ma thèse en sciences économiques quand j'avais 40 ans, 42 ans, donc il y a bien longtemps. Et je l'ai passé avec un grand professeur qui est Michel Aglietta, qui est un économiste très connu, disparu il y a 2 ans. Et voilà, c'est un souvenir de ma vie professionnelle parce que j'avais décidé à ce stade de ma vie professionnelle de reprendre des activités universitaires. Voilà. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Donc, on a prévu avec Maxime de parler du budget de la France pour 2026. Donc, un peu qu'est-ce qui a été fait, ou si on est dans la bonne direction, peut-être proposer, voilà. Ensuite, on mettra en évidence la trajectoire de la dette de la France, la trajectoire Oui. économique, parce que c'est important. Hein, il y a quand même quelque chose qui se dessine, même si on ne pourra pas dire exactement s'il y avait une crise, quand c'est qu'elle se produirait, on peut quand même faire apparaître une trajectoire. Voilà. Donc voilà, donc on va parler de la décote de la France par rapport aux autres pays, même européens. Hein. On va faire un point là-dessus, les dernières actualités qui sont sorties. Et enfin, on essayera de dire s'il y avait une crise, comment est-ce qu'elle pourrait se passer. Parce que tout le monde essaie de se préparer par rapport à cette crise, de savoir un peu ce qui risque de se passer. Donc en fin d'émission, on parlera de ça. D'accord. Alors, j'ai prévu donc quelques questions. Peut-être faire un point, parce que c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, on ne fait pas de point politique, hein, mais peut-être dire dernièrement, là, qu'est-ce qui s'est passé, où c'est que l'on en est, euh, à 1 an et demi des élections présidentielles. Oui. La France a perdu le contrôle de sa dette. Et donc, elle va à une échéance que l'on ne peut pas préciser vers une crise financière. Ce sont des mathématiques. Hein. Pour stabiliser la dette, il faut un équilibre primaire, c'est-à-dire avant paiement des intérêts. Or, nous avons actuellement un déficit primaire de 3 points de PIB, ça fait 90 milliards. Mais ça ne suffit pas pour stabiliser. Pour stabiliser, il y a une deuxième condition, il faut que le taux de croissance soit égal au taux d'intérêt. Ce matin, le taux d'intérêt était de 3,5, et le taux de croissance nominal, on va prendre un point de croissance et un point d'inflation, en gros, ça fait 2. 2 versus 3,5. Donc il manque encore un point et demi. Et un point et demi, ça fait 45 milliards. Alors 90 milliards plus 45 milliards, ça fait 135 milliards. Voilà ce qu'il faudrait faire pour stabiliser la trajectoire de la dette. Et donc, elle n'est absolument pas stabilisée. Nous filons. La dette, à l'heure où nous parlons, est de 117% du PIB. Elle sera à 118% à la fin de l'année. Et le FMI prévoit qu'elle sera en 2030 à environ 130% du PIB. Mais je vais vous dire, nous serons arrêtés avant. Il y aura un accident. Alors ça, on va le laisser pour la fin. Est-ce que par rapport au budget, donc ce qui s'est décidé dernièrement, est-ce qu'on est plutôt sur une bonne voie? Est-ce que comment vous l'avez Alors, ressenti on là? n'est pas du tout sur une bonne voie, mais la France n'a pas de majorité. De fait, la France n'est pas gouvernable actuellement. Même si M. Le Cornu fait ce qu'il peut, mais c'est pas le sujet, on n'a pas de majorité. Alors, je vais vous dire pourquoi
on n'est pas sur une bonne trajectoire. Le gouverneur de la Banque de France a dit, à plus de 5% de déficit sur PIB, nous sommes en danger. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes en danger? Ça veut dire que nous pouvons connaître une crise financière violente. Alors, M. Lecornu a visé 5%, sachant que le dernier chiffre officiel, c'est celui de 2024, nous étions à 5,8%, et pour 2025, le chiffre n'est pas officiel complètement, on pense qu'on est à 5,4%. Donc il a visé pile 5 parce que le gouverneur de la Banque de France a dit plus de 5, on est en danger. Or, personne ne pense qu'on va faire 5. Les économistes libres pensent qu'on sera, par exemple, Agnès Verdier-Molinier, dans le Figaro d'aujourd'hui, elle pense qu'on sera à 5,4, 5,2, 5,4. Et l'engagement qui avait été pris par rapport aux partenaires européens, c'est d'être au-dessous de 3 en 2029. Or, la Cour des comptes nous dit, compte tenu de la trajectoire qu'on a pris, on sera à 4. Alors vous allez me dire, les chiffres, 3, 4, on s'en fout. Oui, enfin, le problème, c'est que les partenaires européens, eux, sont autour de 2, 2,5. On le verra peut-être dans un graphique tout à l'heure. Donc la France continue, c'est pas nouveau, elle continue à diverger des autres pays. Et c'est ça, je crois, le problème. Vous l'avez bien signalé dans une précédente vidéo. C'est la divergence. C'est que lorsqu'on s'écarte du troupeau. On s'écarte du troupeau. Et à un moment donné, nous avons été dégradés plusieurs fois. Enfin, vous le savez, on en a parlé quand on faisait l'émission sous le titre de la maïeutique. Nous serons encore dégradés par Moody's, et puis peut-être les autres aussi. Et donc, il y a un moment donné où les créanciers siffleront la fin de la récréation. Mais comme en fait, les créanciers, ce sont des gens qui arbitrent entre une centaine de placements différents, et qu'on a tendance à se débarrasser du dollar, on veut de l'euro. Et comme on veut de l'euro et que la France est le principal émetteur de dette de la zone euro, on prend de la dette française parce que la dette française, elle est importante, elle est profonde, elle est liquide, on peut rentrer, on peut sortir, et c'est de l'euro. Et dans le fond, les créanciers se disent, il y a une énorme épargne disponible, on en a déjà parlé ensemble, quand on faisait la maïeutique, en gros 7 000 milliards, pour une dette officielle de 3 500, qui en réalité est le double avec les engagements de retraite non financés des fonctionnaires, puisque les retraites des fonctionnaires ne sont pas financées. Donc, et un président de la République, alors ça peut être le président Mélenchon, le président Bardella, le président qui vous voulez, il dispose de l'article 16 de la Constitution, il appuie sur le bouton et il peut instaurer l'état d'urgence pour faire un plan de redressement. Et c'est ce qui se passera, vous le verrez, en 2028. Je ne peux pas dire la date exactement quand l'accident se produira. Alors moi j'aimerais revenir par rapport à ce budget. Donc on sait que l'année prochaine, donc il va y avoir les élections présidentielles, donc c'est peut-être pas le moment pour le gouvernement d'être trop restrictif. Ils ont aussi un maximum de retraités qui votent. Donc là aussi, même si on sait que c'est le principal poste de défense, c'est compliqué de trop taper sur les retraités, on est d'accord? Donc c'est pour ça que pour eux, boucler un budget ou faire un budget sérieux, bon, c'est relativement complexe quoi, en ce moment. Oui, ça sera pire encore l'année prochaine. Mais vous comprenez pourquoi? Parce que l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Donc les partis politiques ne penseront qu'à eux, à leurs intérêts, et vous voyez par exemple Madame Verdier-Molinier, que je lisais ce matin, prévoit un déficit sur PIB de 6% en 2027. C'est monstrueux. Et donc là, nous serons arrêtés par une crise financière. Eh bien, le budget théoriquement à 5% du PIB de M. Lecornu, je dis théoriquement parce qu'en réalité, ça sera plutôt 5,2, 5,4, il est fondé, alors par rapport d'où nous venons de 5,4 et nous irions théoriquement vers 5. Il est fondé à 75% sur des augmentations d'impôts et avec 38 milliards de dépenses en plus. Alors 38 milliards de dépenses en plus parce que l'année blanche qui avait été prévue n'a pas du tout été réalisée puisque il n'y a pas de vote qui le permette.
pense que M. Lecornu aurait voulu faire une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche? C'est geler les retraites, geler les prestations sociales, geler les dépenses. Ça n'a pas été possible. Et deuxièmement, des augmentations d'impôts. La taxe sur les grandes entreprises qui était provisoire a été reconduite. Et vous avez, pour nos auditeurs épargnants, la flat tax, taxe sur l'épargne ou sur les dividendes, qui passe de 30% à 31,4%. Et donc, des augmentations d'impôts. Donc, on n'est pas sur la bonne trajectoire financièrement, enfin mathématiquement, et on n'est pas non plus sur la bonne trajectoire par les mesures qui sont prises. Donc, on n'est vraiment pas bon. Mais on ne peut pas l'être, puisqu'il n'y a pas de majorité. Pour vous, quel est le marqueur le plus important qui montre que vraiment, c'est incontestable, on n'est pas sur la bonne trajectoire? Mais le marqueur, c'est d'abord le chiffre de déficit sur PIB. Ouais, souvenons-nous, M. Bayrou, M. Barnier avaient fixé un objectif de 4,6. M. Lecornu, il a joué sur 4,7. C'était ça. C'était ça qui était visé. C'était 4,6, 4,7. Alors, M. Lecornu a fait 7, 0,7 au lieu de 0,6 pour montrer qu'il était prêt à faire des concessions. Sauf que c'est 5. Et en réalité, les analystes comme Touati, comme Vernier-Molinier, et bien d'autres nous disent on sera plutôt à 5,2, 5,4, voire plus. Parce que les dépenses continuent à augmenter, 38 milliards, hein, c'est énorme. Ça fait presque un point de PIB. Et puis parce que l'activité ne sera pas au rendez-vous dans la mesure qui est théorique du budget. Et puis parce que les impôts continuent à augmenter. Les impôts continuent à augmenter dans un pays qui déjà bat le record du monde des impôts. Ouais. Moi, je trouvais que l'explication du solde primaire, c'était relativement clair. Là, Alors, le solde, oui, il y a deux conditions. Un solde primaire à l'équilibre, il manque 3 points pour atteindre l'équilibre. 3 points, ça fait 90 milliards. Et deuxièmement, le taux d'intérêt qui est égal au taux de croissance. Il en est très loin. Même, alors on peut essayer d'être gentil, le taux d'intérêt c'est 3,5 ce matin, ça on ne peut pas le changer. Le taux de croissance, essayons d'être gentils, disons que l'inflation serait à terme à 2%, c'est l'objectif de la BCE, et que la croissance serait à terme à 1%. En réalité, 1% c'est déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que la population active baisse en France, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Alors, si vous faites 2,5 versus 3,5, vous avez un point de PIB. Et un point de PIB, c'est 30 milliards. Vous voyez? Donc, 90 milliards plus 30 milliards, et là j'ai dit j'étais gentil, hein, ça fait 120 milliards. Donc il faut trouver 120 milliards. Et on ne les trouve pas. Alors, je répète juste, hein, pour que ce soit clair, chaque fois qu'il y a grosso modo 70 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Exactement. Donc c'est comme si on payait toute l'éducation nationale. Exactement. Avec tous les enseignants. Alors ce que vous dites là est très important parce que... Pour les ordres de grandeur. Oui, parce que cette année, les intérêts de la dette vont atteindre 75 milliards, à peu près, peut-être même un peu plus. Et le budget de l'éducation nationale, c'est 70 milliards. Donc cette année, nous atteignons en charge financière le budget de l'éducation nationale. Et la Cour des comptes nous dit qu'à terme, c'est-à-dire 2029, c'est toujours 2029 parce que c'est l'échéance européenne, hein, nous serions à 107 milliards. Donc là, on explose, vous voyez. Et nous n'y arriverons pas, nous serons arrêtés avant. Nous serons arrêtés par le marché, en fait. Hein. Le marché nous arrêtera, oui. Très bien, donc là c'est relativement clair. Alors, moi, je vais vous poser des questions, même si je connais la réponse, je pense pour les auditeurs c'est important. Oui. Vous avez des hommes politiques qui disent qu'on va effacer la dette. Ça, bon, on va les effacer en crachant comme ça en l'air. Non, mais je ne sais plus lesquels, parce que c'est vrai que j'écoute pas trop, mais j'entends dire des économistes, choses comme ça, que la dette peut s'effacer, on peut l'oublier. J'aurais aimé que vous expliquiez pourquoi ça, c'est pas possible. Mais parce que les créanciers vont pas nous faire cadeau de la dette. Et puis de toute façon, comme vous dites, on la rembourse régulièrement par la charge des intérêts. Mais oui, en fait, on roule la dette, c'est-à-dire qu'en permanence, on rembourse les titres de dette échus et on emprunte pour payer les intérêts. Sauf que les titres échus
Ce sont des titres à 8 ans, parce que la dette est en moyenne à 8 ans. Et il y a 8 ans, ça coûtait 0. Ce matin, ça coûte 3,5. Alors les créanciers vont pas nous faire cadeau de la dette. Ça, je vois mal comment on pourrait effacer. Bon, alors s'il y avait une sorte d'entente mondiale pour effacer les dettes, ça pourrait se concevoir. Mais vous voyez quelqu'un qui annuler la dette, il y a un sous-entendu, mais enfin, comme il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, c'est moi qui pense qu'il y a un sous-entendu, mais peut-être que c'est que vous avez un tiers de notre dette qui est détenu par la BCE. Alors on peut dire, bah oui, elle pourrait décider de l'annuler. Mais il faudrait que toutes les banques centrales décident d'annuler les dettes à ce moment-là. Ça ne peut pas se faire dans un seul pays. Vous voyez. Bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'écarter du troupeau. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'écarter du troupeau. Et dire on va supprimer les dettes, c'est Mélenchon qui dit ça. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je préfère qu'on l'évoque, parce que pour nous, c'est évident qu'on rembourse la dette tous les jours, tout ça, et qu'il y a des créanciers qui veulent demander à être payés. Mais pour d'autres personnes, c'est pas évident. Donc peut-être qu'il faut le rabâcher aussi. Alors, hein. Finalement, la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qu'on peut répondre aux hommes politiques, vous ne les avez pas nommés, qui disent qu'on peut annuler la dette. La réponse, c'est que si on annulait la dette, on ne nous prêterait plus. Et cette année, nous allons emprunter 350 milliards d'euros pour financer en partie nos retraites, nos dépenses sociales, et pour payer les fonctionnaires. Donc, dire on ne paie plus la dette, c'est nous-mêmes nous mettre en faillite et ne plus pouvoir payer nos fonctionnaires, nos dépenses sociales et nos retraites. Donc, ça n'a pas de sens. C'est une idée totalement démagogique. Mais ils mentent, ce sont des mensonges. Parce que j'ai retrouvé par rapport à Alexis Tsipras, là, en Grèce, quand il a repris, quand il était au gouvernement, donc j'ai été Premier ministre, il avait apporté l'idée qu'en allant se déplacer à la Commission européenne, soutenu par la pression populaire, les Européens seraient conciliants, effaceraient, enfin, entre guillemets, disons, une partie de la dette. Et c'est vrai qu'il a fait un peu son élaboration là-dessus, et c'est ce qu'il avait mis en avant aussi devant le peuple. Quoi. Mais la Grèce a reçu, à l'époque, un rééchelonnement de dette, un effacement de dette et en subvention à peu près 2,5 fois son PIB. Et le choix pour Tsipras, c'était de sortir de l'euro ou de rester dans l'euro. Son ministre de l'économie, Varoufakis, lui a dit sortir de l'euro, c'est comme se jeter d'une falaise dans la mer Égée. C'est une image. Hein. Et il a très bien compris qu'il ne pouvait pas le faire. Et il a dit aux autorités européennes, je vais consulter mon peuple sur le plan que vous proposez. Le peuple a dit non, et il l'a fait quand même. Et si vous aviez demain Mélenchon, Bardella ou n'importe qui, ça serait la même chose. C'est-à-dire que le jour où la France ne pourra plus payer, elle fera appel aux institutions européennes. Alors il y a des mécanismes, on peut en parler si vous voulez, de soutien, mais en contrepartie, il y aura un plan. Et ce plan, ça sera... Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Nicolas Dufour qui le dit dans les Échos de la semaine dernière, un plan d'austérité qui durera 7 à 10 ans. Et qui ressemblera plus au plan de l'Espagne ou du Portugal qu'à celui de la Grèce, en fait. Hein. Faut pas exagérer. Voilà. Parce que, et du coup, ce qu'il en est ressorti, là, c'est qu'il a gagné les élections. On peut gagner les élections en étant contre l'austérité, puisqu'il était contre l'austérité, il était extrême gauche. Hein. Mais par contre, on ne peut pas refinancer un État contre ses créanciers. Quoi. C'est un peu la phrase que j'en ai déduit. Quoi, On ne peut pas refinancer un État contre ses créanciers. Alors, si, il y a quelque chose qu'on avait évoqué dans les émissions de la Maïeutique, c'est si l'État allait taper dans les 7 000 milliards d'épargne sous la forme d'un emprunt forcé ou d'un emprunt perpétuel. Un emprunt perpétuel, c'est un emprunt qu'on ne rembourse jamais. Pour rééchelonner, internaliser sa dette, c'est-à-dire racheter de la dette externe pour la transformer en une dette interne. Oui, mais à ce moment-là, ce seraient les Français qui seraient les pigeons. Ouais. Hein. Parce qu'à l'époque, la Grèce n'avait pas autant d'épargne quand même, donc ils étaient un peu coincés. Quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On en parlera de ça juste après. Je voulais, parce qu'on a des graphiques aussi que l'on peut vous présenter, de la décote de la France
hein, le décrochage de la France, en fait, hein, par rapport aux pays. La France est cotée Ouais. maintenant comme l'Espagne, à plus, comme le Portugal, à plus. Elle est encore un peu mieux cotée que l'Italie, qui n'est que triple B+. Et pourtant, ses comptes sont beaucoup plus détériorés. L'Italie a une dette plus importante par rapport au PIB, mais l'Italie a un excédent primaire. Nous avons 3 points de déficit. Donc, la question qu'on peut se poser, moi je me la pose depuis 10 ans, hein, parce que c'était pareil il y a 10 ans, hein, avec d'autres notes, mais c'était pareil. Pourquoi a-t-on une note bien meilleure qu'on ne devrait? Parce que ce matin, regardez les taux d'intérêt ce matin. Nous empruntons à 3,5 à 10 ans. L'Italie emprunte à 3,5. C'est inimaginable que la France ait les mêmes conditions que l'Italie. Enfin, pour moi, qui suis ça depuis 40 ou 50 ans, c'est inimaginable. Et nous empruntons à 30 points de base, ça fait 0,3 de plus que l'Espagne et que le Portugal. Et nous empruntons plus cher que la Grèce. Donc, comment peut-on expliquer ça alors que notre note n'est pas moins bonne, hein? Elle est la même que l'Espagne et le Portugal. Donc, je répète, on a la même note que l'Espagne et le Portugal, et nous empruntons 30 points de plus qu'eux. La réponse, elle est le fait que la France a une épargne de 7 000 milliards. Et que cette épargne, c'est une sorte de garantie de la dette pour les créanciers. Alors, attention, c'est pas une garantie officielle, c'est une garantie si l'État va taper dedans pour réinternaliser la dette, racheter des titres de dette extérieurs, les amortir avec l'épargne des Français. Mais à ce moment-là, il y aura, à une date que je ne connais pas, un emprunt forcé, comme il y a eu en 1983. En 1983, il y a eu un emprunt forcé, ou pire qu'un emprunt forcé, un emprunt perpétuel. Un emprunt perpétuel, c'est un emprunt qu'on ne rembourse jamais. C'est-à-dire qu'on vous sert une rente, qui peut être de 2% par exemple, de 2,5% même, et l'emprunt n'est jamais remboursé. Bon, par contre, vous pouvez le céder en bourse, puisque c'est une rente, et Mais vous... personne ne vous l'achètera. Non, on ne peut pas dire ça, parce Non. que... Enfin, il est... Enfin, 2%, ça dépend de la bourse, ça Oui, dépend le marché, quoi, oui, hein. ça dépend le marché, ça dépend du marché, mais vous vendez une rente en Ouais. quelque sorte, hein, et un emprunt forcé, le titre peut être utilisé pour payer ses impôts. Ah. Oui, ben, dans les pays où il y a eu des emprunts forcés, si vous avez un titre qui n'est pas remboursable, il peut quand même servir à payer les C'est impôts. les intérêts ou que Non, non, le... non, non, le titre, Ah, le donc vous titre. pouvez vous débarrasser du titre avec les impôts. Exactement, Mais oui, ça oui, dépend des impôts qu'on a. exactement. Bon, alors donc, emprunt. Non, mais voyez, il faut rester rigoureux sur les termes. Emprunt forcé, c'est un emprunt normal, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez le souscrire. L'emprunt perpétuel, c'est un emprunt qu'on ne rembourse jamais, mais qui vous vaut une petite rente. Voilà. Bon, et là, avec les 7 000 milliards d'épargne, un peu moins d'ailleurs, hein, c'est 6 600 milliards, dont 2 200 milliards d'assurance vie. Il y a une marge de manœuvre pour l'État, mais cette marge de manœuvre, c'est une marge de manœuvre autoritaire, c'est-à-dire où l'État irait se servir dans l'épargne des Français. L'épargne des Français, 90% de l'épargne, c'est détenu par peu de portefeuilles, peut-être, non? Alors, moi, j'ai pas la répartie. Non, les Français ont tous de l'épargne, quasiment, hein, non. Mais j'ai en tête les patrimoines. Alors, les patrimoines, c'est 1% des Français ont 2 millions d'euros et 2% ont 1 million d'euros. Voilà, là, c'est le patrimoine. Et vous avez vu dans le débat parlementaire qu'on a envisagé un impôt sur le patrimoine dit improductif. Parce que les scénarios, quand je dis que nous allons avoir un accident, l'accident, quand l'accident sera là, les scénarios, c'est l'emprunt forcé, c'est l'emprunt perpétuel, mais c'est aussi un super impôt sur les patrimoines. Euh, il a failli d'ailleurs, l'Assemblée nationale l'a voté, puis le Sénat l'a annulé, hein, mais ça avait été voté. C'était, si ma mémoire est bonne, c'était, oui, c'était le niveau de l'impôt sur la fortune ou de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire 1,3 million auquel on ajoutait 1 million d'abattements pour la résidence principale. Donc ça faisait, de fait, 2,3 millions. Donc vous avez le risque d'avoir cet impôt sur le patrimoine un jour
qui nous tomberait dessus. Hein. On a vu le niveau de vie des Français, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui est en dessous de la moyenne Oui, européenne. oui. Alors, c'est pas le niveau de vie des Français, c'est le PIB par habitant. Oui, le PIB par habitant. Ah, c'est pas pareil. Parce que vous avez un graphique, je pense qu'on pourrait le voir là, ce graphique. C'est le graphique qui montre que depuis 20 ans, la dette publique a progressé 3 fois plus que le PIB. Mais c'est insoutenable. Alors, pour le moment, le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé, mais il est financé à crédit. Il est financé par la dette. Et ce qui est maintenant au-dessous de la moyenne, c'est le PIB par habitant. Nous sommes au-dessous de la moyenne de l'Union européenne. Nous sommes le 26e pays. Du temps du président Pompidou, nous étions 5e. Mais le pouvoir d'achat, c'est autre chose. Le pouvoir d'achat, lui, a continué à progresser, mais à crédit. C'est-à-dire que nous avons 400 milliards de retraites, nous avons 1700 milliards de dépenses sociales, de dépenses publiques, dont 60% de dépenses sociales, 60% de 1700, hein, ça fait 900, 1000, bon. Là, c'est financé par de la dette. Bon, Maxime, dans les solutions ou dans cette inaction qui nous ferait arriver jusqu'à justement un problème, parce que peut-être on est trop libéral en France finalement. Bon, alors, il y a eu un débat parlementaire qui a été totalement stérile, hein, puisqu'il n'aboutit à rien, mais qui a été quand même très intéressant parce qu'il nous a montré quelles étaient les tendances. Et la taxe Zuckman se situe dans... Elle a été votée par l'Assemblée nationale, et puis elle a été annulée par le Sénat. Bon, la taxe Zuckman, c'est une taxe qui est présentée comme un impôt sur le revenu des super riches, mais en réalité, c'est une tromperie de le présenter comme ça. C'est une taxe sur le patrimoine, en fait. C'est une taxe sur les très gros patrimoines. Le problème, c'est que si on met les patrimoines professionnels dedans, alors à ce moment-là, on taxe l'outil de travail. Et l'outil de travail risque de disparaître. La taxe Zuckman, elle a été estimée, le rapport a été estimé à 15 milliards. Mais tout à l'heure, nous disions qu'on cherchait, et je vous ai dit en étant gentil, on cherche 120 milliards. Donc vous voyez que c'est pas un miracle. La taxe Zuckman, c'est 15 milliards, les retraites, c'est 400 milliards. Et sur les 400 milliards, vous avez 60 à 80 milliards pour les retraites des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Donc vous voyez que les ordres de grandeur ne correspondent pas, donc la taxe Zuckman n'est pas un miracle. De plus, tel que Zuckman l'a présenté, il taxe les patrimoines, y compris professionnels. Si vous taxez les patrimoines professionnels, votre économie s'effondre. Donc la taxe Zuckman, elle ne peut être conçue qu'en enlevant le patrimoine professionnel. Et à ce moment-là, on tombe sur des ressources qui sont relativement limitées. Mais c'est bizarre, qu'ils sont économistes, il y a beaucoup d'économistes qui ont fait des études en économie, qui proposent quelque chose comme ça, on sait quelque part qu'on va au casse-pipe si on le met en place. C'est un effet d'annonce, c'est quoi? Mais ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est faire parler d'eux, ce qu'ils veulent c'est faire des médias, ce qu'ils veulent c'est se montrer, ce qu'ils veulent c'est être élus, ce qu'ils veulent... Ils s'en foutent que ce soit juste ou pas. La taxe Zuckman, elle pourrait se concevoir si on le faisait à l'échelle mondiale, mais on ne peut pas le concevoir à l'échelle mondiale. Et elle pourrait se concevoir si on enlevait le patrimoine professionnel. Okay. Donc c'est beaucoup de publicité pour rien. Okay. Bon, moi de toute façon, ce que je trouve un peu exaspérant, je pense que pour les Français c'est pareil, c'est que les seules solutions que le gouvernement apporte, c'est des taxes, augmenter les taxes, créer des taxes. Oui. Ça, c'est un peu pénible quand même, avoir fait autant d'études, avoir fait l'ENA, enfin, je sais pas, peut-être il y a des taxes à chaque chapitre, mais je trouve que c'est un peu dommage d'arriver, normalement, quand on a des idées, quand on crée, quand on doit pouvoir arriver peut-être à faire autre chose que juste penser à des taxes ou imaginer une nouvelle taxe. Mais la France a les dépenses les plus importantes du monde, elle ne finance pas ses retraites, elle est le pays qui, pour les jeunes et les seniors, travaille le moins au monde, et donc c'est là qu'il faut trouver les solutions. Mais on a annulé la réforme des retraites. C'est absolument c'est un contresens complet. Et nous avons 1700 milliards de dépenses. Donc il faut tout revoir. Il faut revoir les dépenses publiques une par une et il faut complètement réorganiser le pays. Alors, il y a aussi
autre chose que voulais vous dire, c'est que la population de l'Europe, elle est supérieure à celle des États-Unis. Alors, je ne vais Oui, pas oui, taper sur l'Europe, oui, attention, oui, hein. oui. Mais parce que ce que j'ai remarqué, c'est que même dans les années 1990, ce que je vais vous dire était déjà vrai. C'est-à-dire que si on regarde euh, les grandes entreprises américaines, hein, qui ont fait leur ratio par rapport à que ce soit qu'à la France des années 90 ou à l'Europe aujourd'hui, on voit quand même que les États-Unis ont beaucoup plus de grandes entreprises qui les tirent vers le haut, celles qui ont de Oui, la oui, croissance, tout ça, oui, oui. que la France ou l'Europe. Je ne dis pas l'Europe en particulier parce que je pense que même si on était en dehors avec les politiques que l'on a, peut-être on s'en sortirait pas. Mais Vous avez le discours de Jean Tirole devant l'Académie des sciences morales et politiques la semaine dernière. Vous avez le rapport Draghi, vous avez le rapport Letta, vous avez des graphiques que nous avons présentés ici même il y a plusieurs mois il y a un déclin extraordinaire de l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais là, nous parlons de la France par rapport aux autres pays de la zone euro qui a des déficits qui ne sont pas maîtrisés. oui, Hein. mais comment expliquer? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai creusé un peu les chiffres. On a à peu près le même nombre de scientifiques de haut niveau qui sortent de France par rapport à la Oui, population, je parle, hein, oui, oui, qu'aux États-Unis. Donc, c'est pas un problème intellectuel ou un problème. oui, oui. Et par contre, on a décroché, même dans les années 90, on a toujours décroché par rapport aux États-Unis au niveau des grandes entreprises que l'on sortait. Donc moi, je me dis que c'est pas un problème d'intelligence, c'est pas un problème de savoir-faire, c'est pas un problème de formation. Il y a peut-être un problème aussi de fiscalité, d'envie de rester, de taxes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous avons, au niveau européen, c'est Jacques Attali, je crois qu'il le rappelait il y a quelques jours, nous avons des publications scientifiques dans plusieurs secteurs qui sont au niveau mondial, mais nous ne le concrétisons pas, nous ne le convertissons pas en réalisation et en succès industriel. Et nous sommes en train de décrocher complètement dans les technologies, dans la pharmacie, dans le médicament. Enfin, Mais ça date des années 90. C'est bizarre que nos politiques n'aient pas fait ce qu'il fallait pour que quand même on arrive à concrétiser. Qu'est-ce qu'il y a eu? non, mais l'Europe, c'est assez simple. L'Europe a pratiqué la mondialisation sur la base de la concurrence libre et non faussée que personne ne pratiquait. Donc l'Europe s'est tiré une balle dans le pied par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Alors maintenant, on en revient. C'est-à-dire que maintenant, on redécouvre la notion de souveraineté, on redécouvre la notion de taxe aux frontières, donc on a instauré une taxe carbone aux frontières, et on a tous les jours des propositions maintenant qui vont dans le sens d'un espace européen protégé avec une préférence communautaire, notamment dans le domaine de l'armement. Donc on est en train de revenir de ça. Mais oui, l'Europe s'est en quelque sorte elle-même euh, suicidée, sans le vouloir, en pratiquant une ouverture que les autres ne pratiquaient pas. Mais la France, c'est autre chose. La France, c'est un déficit de travail, un excès de dépenses et une dette qui n'est pas maîtrisée. Il y a quelque chose de très simple que tout le monde peut comprendre. Si vous rapportez le nombre d'heures de travail au nombre de personnes qui vivent sur notre territoire, nous sommes, selon l'OCDE, le pays qui travaille le moins au monde. Alors, vous avez le numérateur, c'est le travail, et vous avez le dénominateur, c'est la population. Dans cette population, vous avez beaucoup d'inactifs, puisqu'en fait, nous avons le taux d'activité des seniors le plus faible d'Europe. Et puis, vous avez ensuite des immigrés qui ne travaillent pas. Euh, donc, c'est le plus mauvais ratio du monde, travail sur population. Alors, les solutions, elles coulent de source, c'est travailler davantage, c'est de faire la réforme des retraites, on n'est pas capable de la faire, on n'est pas capable de l'expliquer, et c'est choisir l'immigration, on a besoin d'immigration, mais on a besoin d'une immigration sur les métiers en tension, les métiers dont on a besoin. Donc les solutions existent, mais on n'arrive pas à les faire progresser dans le débat public. Oui, parce que pour moi, on a beaucoup d'immigration familiale, de regroupement familial. On n'a pas Oui. forcément une immigration de. Ouais. Alors après, aussi, on ne voulait pas forcément avoir trop une immigration comme ça, qui se basait sur les compétences pour pas essayer d'extraire de certains pays tout leur cerveau, quoi.
J'entendais ça quand j'étais à l'école à une certaine époque. Mais il faut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on prend on dit que tous les ingénieurs d'Afrique viennent en France, il n'y a qu'eux qui peuvent venir, on risque de vider l'Afrique de tous Non, ces mais ingénieurs. c'est pas nous qui demandons, c'est eux qui demandent. Enfin, donc, il faut définir des quotas pays par pays, il faut définir des métiers que l'on recherche, et il faut que la contrepartie soit le retour des OQTF et des gens dont on ne veut pas. Voilà, c'est un pacte d'immigration à construire, quoi. Mais on est incapable de le faire. Alors, on en est à comment risque de se passer la crise. Parce que là, les Français sont stressés, tous ceux qui suivent ces émissions, ils sont un peu angoissés, ils se disent on va nous interdire d'aller chercher notre argent dans les banques, est-ce qu'il faut en garder sur nous, est-ce qu'il faut acheter de l'or, on a vu que l'or a monté, l'or a baissé, bon bref, même si globalement ça a fait plus remonter que baisser. Donc on entend un peu de tout. Concrètement, vous, à votre expérience d'ancien directeur régional de la Banque de France, est-ce qu'on va plus trouver d'argent aux distributeurs? Non, alors il ne faut pas mélanger tous les sujets, hein. Bon, là, c'est une crise du système bancaire. Bon, le système bancaire français, il est très costaud, il est régulé, il y a des ratios de fonds propres, il y a des ratios de liquidité qui découlent de ce qu'on appelle Bâle droit. Il est très costaud. Donc, s'il y avait une méga crise sur la dette française, peut-être que les distributeurs seraient fermés pendant 24 heures, mais guère plus. Donc, le problème, c'est pas les banques. Le problème, c'est l'État lui-même qui pourrait se trouver dans une situation de défaut de paiement. Mais il n'en arrivera pas là. Il enverra des signaux d'appel au secours. À ce moment-là, il y aura une intervention européenne. Et en contrepartie de cette intervention européenne, il y aura un plan. Donc, pour nos auditeurs, le problème, c'est pas de savoir s'ils vont trouver de l'argent à la banque. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est comment ils vont faire face à un méga plan d'austérité. Ou, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans la période du début de l'accident, à des emprunts forcés, des emprunts obligatoires ou des emprunts perpétuels. En fait, à 90%, quand il va y avoir une crise, on saura qu'on est en crise lorsqu'en fait la France sur les marchés, il va y avoir les taux d'intérêt qui vont monter Voilà. et on va être coincé. Mais attention, attention. J'ai bien regardé les crises précédentes dans les autres pays. Je me suis aperçu qu'en Grèce, avant qu'ils soient coincés, le taux à un moment, c'est incroyable, a dépassé les 30%. Oui, oui, oui. Et l'Italie, il y a un moment où ils ont été coincés, on est juste passé de 5,6 à 7,6. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plafond, ça dépend vraiment des pays, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, mais alors, l'essentiel, c'est ça, c'est le taux d'intérêt. Et il faut dire à nos auditeurs qu'ils pourront en tirer un avantage. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, ils peuvent en tirer un avantage, hein. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un compte à terme à 18 mois avec un taux proche de 3%, alors que le livret A est à 1,5. Donc, quand la crise sera là, vous aurez une envolée des taux d'intérêt. Mais ils ne monteront pas au niveau où ils sont montés pour la Grèce. C'est pas la même chose. Ils monteront à 4, à 5. 4, on l'aura, à mon avis, d'ici la fin de l'année. 3, 8, c'est ce que dit le consensus de prévision. On montera après peut-être à 5, à 6. Et là, il y aura une intervention de la BCE, à condition que la France appelle au secours. Et la contrepartie, la BCE achètera des titres français pour stabiliser le taux, voire le faire baisser. Mais la contrepartie, ça sera un plan. C'est ça le problème. Le problème, c'est comment vont faire les retraités qui verront leur retraite baisser de 10 à 20%, 25%. C'est comment feront les épargnants qui verront leur épargne saisie sous la forme de l'emprunt forcé. Et ici, à Albi, la diminution des dotations aux collectivités, avec éventuellement le rétablissement de la taxe d'habitation. On en parle, hein. Le problème, c'est les effets de la crise, et le bon indicateur, vous avez raison, l'indicateur avancé, c'est le taux d'intérêt. Mais le taux d'intérêt, c'est aussi pour l'épargnant une aubaine. Vous avez une société civile immobilière, vous avez une société familiale, vous mettez votre argent dans la société sous forme de compte courant d'associés et vous négociez avec la banque un taux qui, à la fin de l'année, sera de 3,5. Vous voyez? Et c'est un avantage.
Non, mais vous ne pouvez pas comparer avec la Grèce, si vous voulez. Non, non, bien sûr. On n'est pas dans la situation de la Tout à fait. Grèce. Non, mais Bon. si vous préférez, j'ai pris des extrêmes pour Hum, bien que hum, les auditeurs comprennent qu'on hum, ne peut pas dire qu'on va hum, dépasser 5, c'est hum. fini, quoi. Mais Euh, là où vous avez entièrement raison, moi, c'est ce que je fais tous les matins, c'est de regarder le taux d'intérêt, le spread, l'écart. C'est ça qu'il faut regarder. Et il faut en tirer des conséquences. Et ensuite, il faut suivre le débat parlementaire. Bon, les émissions de télévision, ça ne sert à rien, mais suivre ce que disent les parlementaires. Et vous verrez que vous allez retrouver l'épargne, la saisie de l'épargne, et vous allez retrouver ça. Et il faut s'échapper avant. Est-ce que ça va être avant les élections présidentielles ou après? Alors là, je peux pas dire. Je peux pas dire parce que il y a le contexte international, il y a les marchés. Bon, parce que les marchés, encore une fois, ils se débarrassent du dollar, hein. Donc la dette française, c'est l'euro. Bon, donc je peux pas dire, mais moi je pense qu'il y aura une crise sur la dette française entre 2027 et 2029. Voilà. De toute façon, avant 2030, on aura été obligé de changer de direction. Oui, oui. Bah oui, on pourra pas continuer à s'endetter comme des malades avec des taux d'intérêt qui montent. Mais le bon indicateur, c'est le taux d'intérêt, hein. Oui, donc vous voyez que ça ne va pas évoluer comme l'Argentine pendant longtemps, encore 20 ans par exemple, on va Mais s'appauvrir, tout ça. ça n'a Ça rien à peut voir pas. avec l'Argentine. L'Argentine était indexée sur le dollar. Nous sommes, si je puis dire, indexés sur l'euro. C'est-à-dire que nous avons une monnaie solide. Bon, la question, c'est de garder cette monnaie en n'étant pas exclu du groupe. Et pour ne pas être exclu du groupe, ben, il faut arriver à maîtriser notre endettement. Mais l'indicateur à suivre, c'est le spread de taux d'intérêt, c'est-à-dire l'écart par rapport à l'Allemagne. D'ailleurs, vous avez bien vu, après la dissolution, il est monté à 84 points de base, c'est-à-dire 0,84. Il est, il est retombé, il a été très longtemps à 70 points de base au cours des derniers mois. Et là, il est tombé à 60. Pourquoi est-ce qu'il est tombé à 60? Parce que le fait d'avoir un budget, même si c'est un Ouais, mauvais budget, ça a créé quand ça même, rassure. ça a rassuré un petit peu, quoi. Donc, mais vous verrez que le spread remontera d'ici la fin de l'année. Alors moi, je regarde très attentivement les prévisions de taux d'intérêt. La, la Caisse des dépôts et consignations a un consensus de ses économistes autour de 38 points de base d'augmentation des taux. C'est-à-dire à la fin de l'année, on serait à 3,80, un truc comme ça, quoi. Euh, et Toiti, Toiti, Artus, enfin la plupart des économistes pensent que le spread va augmenter d'ici la fin de l'année. C'est Oui, ça bien qu'il sûr, faut, c'est ça bien qu'il sûr. faut suivre. Et surtout l'année prochaine. Comment? Et surtout l'année prochaine. Alors en 2027, là, il faut se préparer vraiment à des événements assez graves parce que on va ouvrir toutes les vannes du budget. Euh, et donc, alors peut-être ça sera la loi spéciale, c'est-à-dire la loi spéciale, on décide de tout geler, comme ça au moins on n'ouvre pas les vannes. Euh, mais même si on gèle tout, c'est pas une solution, quoi. Bon, nickel. On fait une petite conclusion. Oui, 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 Hein, oui, on était content de refaire une émission, oui, là. oui, oui, oui. Bah, moi, j'invite nos auditeurs, et c'est pour ça que nous sommes là, à bien suivre les spreads de taux d'intérêt, qui sont l'indicateur de risque sur la dette française, et de se préparer à un choc en 2027-2028. Et se préparer à un choc, c'est mettre votre argent à l'abri, non pas à l'abri des banques, vous ne risquez rien avec les banques, mais de mettre à l'abri de la voracité de l'État et des parlementaires qui vont essayer de piquer dans l'épargne. Et le conseil que je donne, c'est de ne pas avoir, alors tout ce qui est compte traditionnel, livret A, livret des développement durable, ça risque rien, c'est des vaches à lait, mais pas trop d'assurance vie. Les assurances vie sont une proie. Et pas trop de comptes à votre nom personnel visible. Mettez plutôt votre argent dans des comptes de société rémunérés sous forme de compte courant d'associés. C'est le plus stable, c'est le plus safe, on a déjà dit. Bon, il y a des économistes qui préconisent de mettre l'argent hors de France dans des achats de sociétés à l'étranger, des actions de sociétés à l'étranger, des choses comme ça.
Alors, le compte courant, le compte à l'étranger, c'est légal, à condition de le déclarer. Mais ça vous protège de quoi? Ça vous protège pas d'un emprunt forcé, parce que comme vous le déclarez, c'est visible. Et donc, ça sera compté dans votre patrimoine. Ils ne savent pas le montant sur les comptes à l'étranger quand vous le déclarez. Ils savent le nombre de comptes, mais normalement, ils ne savent pas le Oui, mais ils montant. peuvent vous demander de le déclarer. Ouais. Ils peuvent vous le Oui, 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 c'est demander. vrai. Alors, ça vous protège d'une crise du système bancaire français. Mais je n'y crois pas à une Oui, ça crise. c'est le bank run, ça n'existe Voilà, pas. moi je n'y crois pas, hein, parce que les banques françaises sont très solides. En tout cas, je n'y crois pas jusqu'en 2029. Après, tout peut changer. Hein, mais, euh, donc, le compte à l'étranger, c'est, je préfère les comptes de société. Oui, oui, vous ne croyez pas à ce qu'on appelle le bank run avec les 100 000 € couverts, au-delà c'est Non, fini, je n'y ça. crois pas. Je n'y crois pas parce que les banques françaises, j'enseigne ça à la Toulouse Business School, ont des ratios très serrés qui protègent hein, vraiment. Par contre, si vous avez 150 000 euros, hein, tout le monde ne les a pas, mais les assurances vie luxembourgeoises rapportent beaucoup plus que les assurances vie françaises. Et si on peut déclarer le compte sans déclarer les montants, bon, effectivement, c'est peut-être un palliatif. Mais à partir du moment où le compte est déclaré, si un jour il y a une saisie sur l'épargne, emprunt forcé, emprunt perpétuel, on vous demandera de déclarer les avoirs. Bien sûr. Donc, c'est pas le palliatif, quoi. C'est pas le nirvana.